fait, c'est la base. L'étonnement général vient du fait que, si on regarde bien, leurs manuels de stratégie politique sont des copies conformes. C'est presque du copier-coller. L'analyste Sirossi le dit avec une formule redoutable. Sonko est le Trump des Sénégalais et Trump est le Sonko des Américains. Ce qui, au premier regard, paraît absurde, non? Je veux dire, on a d'un côté un milliardaire new-yorkais et de l'autre un ancien inspecteur des impôts d'Afrique de l'Est. Le contraste sociologique est total. Ah oui. Mais l'architecture de leur ascension, c'est la même. C'est la destruction assumée de l'establishment. Exactement. La mécanique est identique. Trump, il a bâti tout son récit sur la lutte contre le Deep State, l'État profond à Washington. Il promettait de curer le marigot, tu vois, enfin, de nettoyer le système. Le fameux Drain the Swamp. Voilà, c'est ça. Et Ousmane Sonko, de son côté, il a forgé sa légitimité sur une dénonciation ultra féroce du système politique sénégalais traditionnel. Il l'accuse de corruption endémique et de soumission aux intérêts étrangers, surtout français. C'est une rhétorique anti-système où le clivage n'est pas un accident, c'est l'arme principale. Absolument. Et là où ça devient vraiment fascinant dans les sources, c'est la façon dont ils ont tous les deux instrumentalisé le système judiciaire. Ah oui, les analyses de l'ancien ministre Tierno là-dessus sont édifiantes. C'est une stratégie de victimisation offensive. Normalement, un politicien qui a un scandale de mœurs ou une inculpation pénale, c'est fini pour lui. Il démissionne. Bah oui, la carrière est terminée en principe. Mais la rupture avec la politique classique, elle est là. Face aux accusations, l'affaire Adji Sarr ou Mamba Yenyan pour Sonko, et puis les inculpations à New York pour Trump. Les documents classifiés, tout ça? C'est ça. Eh bien, leur défense a consisté à attaquer frontalement les juges. Ils ont littéralement transformé les tribunaux en tribunes électorales. Ils crient au complot politique? Exactement. Ils accusent la justice d'être manipulée pour les éliminer. Et le résultat, c'est que chaque convocation au tribunal agit comme un accélérateur de popularité incroyable. Ils convertissent une vulnérabilité juridique en martyr politique. Et leur base adore ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont consolidé leurs ambitions présidentielles, en plein cœur de ces tempêtes judiciaires. Oui, et cette logique de confrontation, on la retrouve même dans leurs programmes économiques. Le fameux projet, qui est devenu Sénégal 2050, ça partage un ADN flagrant avec le MAGA de Trump, le Make America Great Again. C'est du protectionnisme pur et dur. C'est ça. Protectionnisme économique et patriotisme très, très exacerbé. Dans les deux cas, on dit au peuple, la nation a été vendue par des élites mondialisées, du coup, il faut fermer certaines portes pour protéger nos intérêts. Ok, décortiquons tout ça, parce que c'est mon moment préféré. Moi, l'analogie que je vois ici, c'est comme regarder deux aimants de même polarité. Ah, c'est une très bonne image. Ils sont faits exactement du même métal politique populiste. Ils utilisent la même rhétorique nationaliste décomplexée. Et c'est justement parce qu'ils sont si identiques qu'ils se repoussent avec une violence inouïe quand on les met sur la même scène diplomatique. La répulsion est totale. Du coup, si la stratégie est la même, pourquoi Sonko choisit ce moment précis, avril 2026, pour déclencher cette hostilité ? En fait, selon les sources, le déclencheur, c'est la volonté de Sonko de dépasser son statut national. Il veut s'ériger en leader du Sud global. Lors d'une conférence récente au Musée des civilisations noires à Dakar... Un lieu super symbolique en plus. Très symbolique. C'était en présence du géopolitologue français Pascal Boniface. Et là, le Premier ministre sénégalais a attaqué la politique étrangère américaine de façon hyper brutale. Il a qualifié Trump d'homme de déstabilisation. C'est pas juste une petite pique en passant, c'est un réquisitoire complet. Les documents montrent qu'il a utilisé le conflit actuel israélo-américain contre l'Iran. Il dit en gros que les tentatives de Washington de neutraliser l'Iran sont un échec retentissant et que ça ne fait qu'embraser la région. Et il va plus loin. Son discours, c'est un bilan catastrophique des interventions occidentales. Il liste tout, le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye. Oui, le message est clair, l'Occident ne gagne plus de guerres asymétriques. Et la démocratie d'exportation, c'est juste un prétexte pour semer le chaos. Ce qui est fascinant ici, c'est le timing. La logique anti-impérialiste est claire, mais la chronologie révèle une incohérence qui donne le vertige. Ah oui, et les archives du journal Le Quotidien. Attendez, c'est fou ça. À peine un mois avant ce discours incendiaire, en mars 2026, l'État du Sénégal signe un accord bilatéral historique avec ces mêmes États-Unis. Un accord colossal. On parle d'un protocole de 80,4 millions de dollars, ce qui fait à peu près 55 milliards de francs CFA. Oui, et la nature de cet accord rend le truc encore plus tordu. Ça s'inscrit dans la stratégie America First de Trump, paradoxalement.
C'est un plan quinquennal pour financer la souveraineté pharmaceutique du Sénégal. Donc, les Américains mettent 63 millions de dollars et le Sénégal met 27 millions. Voilà. Et le but est majeur. Produire 30% des médicaments localement, numériser la santé, se préparer aux pandémies. C'est vital. Mais attendez, comment on peut dénoncer le chef d'un État étranger comme le roi du désordre mondial et en même temps prendre 55 milliards de ce même État pour construire ses propres hôpitaux? C'est complètement irrationnel. Ah, ça a l'air irrationnel vu de l'extérieur. Mais en fait, dans le logiciel idéologique de Sonko et de son parti, c'est théorisé. C'est ce qu'ils appellent la souveraineté décomplexée. D'accord, comment ça marche? Historiquement, en Afrique, quand on prenait l'aide financière occidentale, ça impliquait de se taire sur la diplomatie, un alignement tacite. Là, la stratégie de Sonko, c'est de briser cette règle. Il prend le chèque, mais il refuse la soumission diplomatique. Exactement. Il veut prouver, surtout à la jeunesse africaine, qu'on peut traiter avec les Occidentaux d'égal à égal. L'accord est bon pour le Sénégal 2050, donc on le signe, mais ça ne lui enlève pas le droit de fustiger l'impérialisme américain. Mais le risque est énorme. On parle de l'administration Trump. C'est d'une diplomatie hyper transactionnelle et vindicative. Avec nous ou contre nous? Ah ben, défier Trump publiquement, ça expose le Sénégal à des représailles immédiates, des sanctions économiques, des restrictions de visa. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si le risque extérieur est aussi grand, est-ce que la vraie cible de Sonko, finalement, c'est pas quelqu'un à l'intérieur du Sénégal? Et voilà, c'est le cœur de l'analyse. La plupart des observateurs s'accordent à dire que le destinataire de ce message, ce n'est pas la Maison-Blanche, c'est le Palais de la République à Dakar. Il parle à son propre président. Exactement. Il faut regarder la dynamique très tendue entre le Premier ministre Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Rappelons un peu comment ça marche constitutionnellement. Comme presque partout au Sénégal, la politique étrangère, c'est le domaine réservé du président. C'est le président qui impulse la diplomatie. Et le gouvernement l'exécute. Mais là, le Premier ministre fait une sortie internationale fracassante sans prévenir. Ça percute complètement la répartition des rôles. J'ai lu les réactions dans Enquête Plus et CNeWeb. Le malaise est palpable. Des commentateurs accusent Sonko de mépriser les usages diplomatiques et même d'usurper la fonction du président. Certains parlent carrément de sabotage. Ça montre à quel point l'exécutif à deux têtes est devenu conflictuel. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans des environnements d'entreprise, imaginez un peu la scène. Le numéro 2 de votre boîte convoque la presse pour insulter votre plus gros client pile au moment où vous, le grand patron, essayez de finaliser un contrat stratégique avec lui. C'est ça qui se passe. C'est une excellente métaphore. Et ça crée une crise de confiance immédiate. La question c'est, pourquoi Sonko voudrait-il torpiller son propre président? Parce que Diomaye Faye est trop pragmatique. C'est l'usure du pouvoir. Diomaye Faye, depuis son élection, il doit rassurer les marchés financiers, les partenaires internationaux. Il est dans la diplomatie classique, le compromis, la modération. Sauf que le compromis, pour la base électorale radicale de Sonko, la base anti-système, ça ressemble vite à une trahison. Exactement. Et le diagnostic des sources est clair. Le mouvement risque de perdre son aura révolutionnaire au contact de la réalité du pouvoir. Sonko voit le président devenir modéré. Donc il ressent le besoin vital de créer une crise pour préserver la pureté idéologique du projet. Et Trump est la cible clivante parfaite pour ça. C'est le punching ball idéal. En attaquant l'impérialisme américain de front, Sonko rassure les militants. Il leur dit « Regardez, le sommet de l'État signe des contrats, mais notre âme reste radicale et insoumise. » Donc la survie politique du sonkisme demande de la friction permanente. J'ai même vu dans les rapports qu'il y a eu des rumeurs de démission de Sonko en plein milieu de ces tensions. Oui, il maintient la base sous tension. En provoquant cet incident, il force la main de Diomaye Faye. Il rappelle à tout le monde que si le pouvoir légal est au palais présidentiel, le vrai chef charismatique, la rockstar du mouvement, c'est lui. Waouh! C'est une recomposition géopolitique fascinante. D'un côté, on voit bien l'émergence d'un leadership africain qui refuse d'être docile et qui confronte les superpuissances sur leurs contradictions tout en exigeant des accords asymétriques. C'est un tournant historique, clairement. Le Sud global écrit une nouvelle grammaire diplomatique. Mais de l'autre côté, l'analyse montre que cette transition a un coût politique interne qui est juste massif, surtout quand l'architecture de l'État n'est pas alignée. Tout à fait. C'est un pari stratégique incroyablement complexe. Utiliser la géopolitique comme une arme de politique locale, c'est jouer avec le feu. Et le risque, finalement, c'est même pas tellement Washington.
C'est la paralysie à Dakar. Voilà. Washington peut ignorer la pique si les contrats sont juteux. Mais un système politique ne peut pas fonctionner durablement avec deux centres de gravité qui s'affrontent publiquement sur la scène mondiale. Qui m'amène à cette réflexion finale. Leur but, c'était de chasser l'influence occidentale pour garantir la souveraineté du Sénégal. Mais au final, le danger le plus immédiat pour ce gouvernement, il n'est pas à l'étranger. Ces deux aimants de même polarité, le pragmatisme présidentiel et le populisme radical du Premier ministre, ils se repoussent tellement fort à l'intérieur de l'État que la friction risque de broyer les rouages même du pays. Est-ce que ce bicéphalisme conflictuel ne va pas faire imploser le système bien avant n'importe quelle ingérence américaine? C'est la question vertigineuse qui reste en suspens. C'est un immense défi pour leur avenir, c'est certain. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans